avec Marion, on a organisé un peu cette table ronde pour cristalliser autour de tous les exemples qui ont été donnés, comment faire mieux. Donc, je vais laisser la parole à Marion qui va vous présenter un petit diaporama assez simple de façon à ce que tout le monde comprenne bien la problématique actuelle. Marion ? Merci beaucoup. Donc effectivement, pour lancer la réflexion sur la table ronde, quelques éléments que vous connaissez, mais que je vais juste rappeler brièvement. Premièrement, pourquoi s'intéresser à l'innovation? Eh bien, d'abord parce que ça représente un coût humain et économique absolument colossal. Sur la partie gauche de la diapositive, vous avez un tableau qui vous montre que les maladies mentales sont la première cause mondiale de ce qu'on appelle les DALI, qui sont les nombres d'années de vie perdues à cause d'une maladie, et largement devant les maladies neurologiques, mais aussi le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Et sur la partie droite, vous avez des données qui sont plus spécifiquement françaises et qui vous montrent que la première cause de dépenses d'assurance maladie liées aux maladies chroniques, elles sont imputables aux maladies mentales, avec 22,5 milliards d'euros dépensés en dépenses annuelles. Et quand on ajoute les dépenses indirectes, le coût total est de 109 milliards d'euros par an. Et très probablement, en tout cas on y croit très fort, toutes les innovations qu'on a vues aujourd'hui, elles doivent permettre de réduire ces coûts et cet impact extrêmement important. Alors les freins, ils sont nombreux, on en a déjà parlé un petit peu, enfin, j'avais effectivement demandé à chacune des présentations de faire un petit peu la liste. Le premier, c'est qu'on manque cruellement de moyens pour la recherche. Il n'y a pas d'innovation sans recherche, et aujourd'hui, le financement de la recherche en psychiatrie, le financement public, il n'est que de 2% du budget global de la recherche biomédicale en France, ce qui est absolument dérisoire par rapport à ce que représente l'impact de ces pathologies en termes de nombre d'années de vie perdues, en termes de coûts pour la société, et aussi dérisoire par rapport à ce que les pays voisins ou un peu plus lointains investissent dans cette recherche. On est très réellement en retard. Il y a des freins probablement dus d'abord aux mauvaises représentations, aux fausses représentations qu'il y a autour de ces maladies, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'innovation et qu'on ne peut rien faire. Alors un exemple très simple pour vous montrer, exemple issu de ce que je connais, qui est ce qu'on a mis en place au niveau de la Fondation fondamentale, et qui vous montre qu'une simple innovation organisationnelle améliore le pronostic et réduit les coûts de façon absolument considérable. Nous avons créé il y a à peu près 10 ans maintenant des centres experts, par exemple pour les patients bipolaires, où on fait des bilans complets pour ces patients, qu'on rend ensuite aux patients et aux proches de leur choix, mais aussi à leur médecin traitant. Et on voit que 12 mois après un passage sur un centre expert, donc après une évaluation de 2 jours, il y a une diminution considérable des symptômes thymiques, maniaques et dépressifs, mais aussi une diminution de 50% du nombre de journées d'hospitalisation. Et quand on sait que le coût des troubles bipolaires, les coûts directs des troubles bipolaires, ils comptent pour 78% de ces coûts en journée d'hospitalisation, on voit bien qu'une simple innovation organisationnelle permet une amélioration, non seulement encore une fois du pronostic, mais aussi une diminution des coûts. Alors pourquoi est-ce que l'innovation en psychiatrie peut aujourd'hui être au rendez-vous, et pourquoi est-ce qu'on peut réellement remercier la région d'avoir organisé cette réunion Psytech et espérer qu'il y ait des innovations qui en découlent? Eh bien parce que depuis ces 20 dernières années, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites, et en particulier grâce aux progrès technologiques qui sont utiles pour toutes les maladies, mais aussi pour les maladies mentales. Premièrement, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce que Philippe Vernier a dit tout à l'heure en introduction, il y a des nouveaux outils diagnostiques qui sont extrêmement importants pour essayer de démembrer l'hétérogénéité des pathologies dont on s'occupe. Il n'y a pas une dépression, il y en a plusieurs, par exemple, et c'est vrai pour l'autisme comme pour la schizophrénie. Et on a besoin de marqueurs biologiques, de marqueurs issus des techniques de la génomique, de la métagénomique, de l'immunologie, de l'électrophysiologie, de l'imagerie cérébrale pour arriver à identifier ces formes cliniques homogènes. Deuxième point, on a aussi beaucoup parlé, c'est le numérique. Le numérique, il est extrêmement important parce que sur notre téléphone, on a à la fois des données qui peuvent venir du fait qu'on remplit des questionnaires, mais aussi des données passives qui nous permettent d'améliorer la qualité de l'évaluation, la qualité du suivi pour les médecins que nous sommes, et aussi pour la mise à disposition de toute une série de stratégies psychosociales qui ne sont pas disponibles suffisamment aujourd'hui, et qui le sont parce que avec son téléphone, avec les programmes de remédiation cognitive, de thérapie cognitivo-comportementale, on peut, sur son téléphone, les utiliser. Troisième point, il y a l'espoir des big data et de l'intelligence artificielle pour utiliser l'ensemble des données qu'on peut avoir à l'issue du phénotypage de chaque patient
pour élaborer des algorithmes qui permettent soit de stratifier, soit d'identifier des marqueurs pronostiques. Et puis, il y a l'espoir représenté par les dispositifs médicaux avec les outils de stimulation cérébrale invasive ou non invasive qui sont déjà extrêmement efficaces pour des patients qui présentent des pathologies très résistantes. Alors, une diapo très riche, je m'en excuse, mais qui permet vraiment de poser le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et cette idée, elle est maintenant au niveau mondial extrêmement présente. On connaît et on sait maintenant, on devrait en tout cas savoir que le problème de santé mentale, c'est un problème global, avec des chiffres extrêmement impressionnants. Une personne sur 5 a ou aura une maladie mentale au cours de sa vie. On sait aussi que c'est un problème majeur dans le monde du travail. 33% des personnes souffrent de stress, d'anxiété, de dépression dans le milieu du travail. C'est un coût considérable pour la société et les employeurs, avec maintenant un chiffrage de la perte de productivité qui est associé à ces pathologies mentales, et avec un coût, on le répète encore une fois, de 109 milliards d'euros par an en France. Et puis, on l'a dit aussi aujourd'hui, cette situation de pandémie, elle a un impact important sur le plan, bien sûr, de l'infection et des conséquences que ça représente, sur le plan économique, et l'ensemble de ces situations et toutes les difficultés liées au confinement entraînent une augmentation absolument majeure des nouveaux cas de personnes ayant un trouble anxieux, un trouble dépressif et des risques de réaliser une tentative de suicide. Donc le besoin, il est clair. Il y a un accès aujourd'hui qui est insuffisant aux soins, avec un retard au diagnostic, avec un parcours de soins qui n'est pas coordonné, qui est peu lisible pour les usagers, et une inégalité de l'accès aux soins. Il y a aussi tout l'enjeu de la stigmatisation, mais aussi des fausses reconnaissances, des traitements qui sont inadéquats, qui freinent considérablement le développement, et qui freinent aussi la prise en charge des patients, parce qu'un très grand nombre de personnes ne sont pas diagnostiquées. Il y a un manque de connaissances sur les options thérapeutiques, et on sait que la mauvaise santé mentale est responsable d'une mauvaise santé globale, avec une augmentation de pathologies comme les maladies cardiovasculaires et le cancer. On en a parlé aussi tout à l'heure. 50 millions d'euros qui ont été investis dans le domaine de la santé mentale, mais surtout dans le domaine de la e-santé, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui ne permet pas de couvrir l'ensemble des champs qu'on a évoqués aujourd'hui. Et pour autant, le domaine maintenant est reconnu comme étant un marché en pleine explosion, avec un certain nombre de papiers auxquels la Fondation fondamentale a contribué encore ces jours-ci, avec l'élaboration de la notion de ce qu'on appelle maintenant le brain capital, qui est la reconnaissance d'une nouvelle priorité pour les sociétés et les industriels, qui reconnaissent qu'avoir une bonne santé mentale, avoir un talent cognitif qu'on exploite, qu'on utilise, c'est une gage pour augmenter la connaissance et la créativité. Et on a vraiment besoin, en France, que cette nouvelle forme d'investissement soit faite pour le soutien à l'amélioration de la santé mentale, à l'amélioration de la prise en charge de nos patients, mais aussi au soutien à ce qu'on appelle le brain capital, en développant des fonds d'investissement dédiés, en développant et en augmentant l'investissement social et la philanthropie. Et ceci dit, et je pense que ça va être l'objet du débat, le système français aujourd'hui est peu favorable, avec des essais cliniques qui sont trop rares, un accès au marché qui est difficile, des prix et des remboursements qui sont à chaque fois très longs, très complexes et plus chers, des financements publics en psychiatrie qui sont de plus en plus rares, et un capital risque en santé, et en particulier en santé mentale, qui est clairement peu enclin au risque. Et tous ces facteurs-là sont encore plus graves ou plus importants dans le cadre de la psychiatrie, où par exemple les références utilisées pour les prix sont anciennes et donc peu motivantes pour les industriels. Je laisse le modérateur modérer. Merci Marion. Merci Marion. Donc voilà le panorama qui a été bien structuré. Alors donc dans cette table ronde, nous avons Philippe Lechat qui a été un des piliers de l'Agence française et européenne de médicaments, qui actuellement donc préside la Comedins de la PHP, qui est, comme son nom l'indique, la commission du médicament et des dispositifs médicaux. Franck Mouton, qui est président de France Biotech, et Hélène Perrault-Saint-Paul, qui donc fait partie du comité de sélection d'Angèle Santé. Alors, je vais focaliser d'emblée sur les problématiques qui sont, mais alors, le médicament, pourquoi on n'y arrive pas? Les startups, pourquoi on les aide pas assez? Pourquoi il y en a si peu? Et puis, les business angels, pourquoi sont-ils finalement si frileux pour la psychiatrie? Alors, première question, donc, le médicament. Philippe, à ton avis, pourquoi finalement
si peu de médicaments en psychiatrie, pourquoi on n'arrive pas finalement à avoir des innovations comme il y a eu très importantes finalement autour des années 50-60, des médicaments qui ont complètement émergé, et puis après ça s'est un petit peu vraiment stabilisé, et là vraiment on a du mal à sortir de ce niveau assez plat. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a eu quand même beaucoup de développement. C'est un peu comme en cardiovasculaire, en psychiatrie. Dans les années 90-2010, je dirais, beaucoup d'innovations dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine des addictions surtout, le traitement la prise en charge du sevrage tabagique, du sevrage, enfin de la dépendance aux opiacés. Bon, mais c'est vrai que, et avec tout le développement dans les années 90 des psychotiques, des antidépresseurs, beaucoup de médicaments qui ont obtenu l'AMM à cette époque. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup moins de nouvelles autorisations de mise sur le marché pour les médicaments dans le domaine de la psychiatrie. Et pour la Comédie, justement, je suis en train de faire la présentation du bilan de la dernière année 2020. De fin 2019-2020, il y a eu 60 nouvelles AMM. Une en psychiatrie. Et c'est le médicament qui était cité tout à l'heure, la eskétamine, dans justement les dépressions résistantes au traitement. Et c'est la seule. C'est la seule. Et alors pourquoi c'est la seule? Parce que, parce que c'est une nouvelle substance active, qui était connue depuis longtemps, la kétamine, hein, ça c'est la eskétamine, mais en psychiatrie avec un mécanisme d'action différent des antidépresseurs et autres antipsychotiques. S'adresse à d'autres récepteurs, blocage des récepteurs NMDA. Donc, une des raisons, c'est qu'on découvre des nouvelles propriétés pharmacologiques d'anciens produits, ou alors on trouve des nouveaux systèmes de signalisation au niveau central qui permettent d'envisager l'utilisation dans une indication thérapeutique qui est celle-là, la dépression résistante. Mais c'est le seul cas. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi, effectivement, il y a un petit peu je ferai le parallélisme avec la cardio. Hein. L'âge d'or de la cardio, c'est fini. Par les nouveaux anticoagulants, mais bref. Parce qu'on n'identifie pas de nouveaux mécanismes d'action. Donc, il y a tout le travail de la recherche ces dernières années, ça a été dans le cancer et dans l'hémato, dans les maladies infectieuses et dans les maladies rares. Et les maladies rares, c'est intéressant parce que on a des cibles moléculaires, des mécanismes d'action très précis et des populations très bien identifiées. Et comme elles sont peu nombreuses, là, les industriels peuvent espérer un retour d'investissement parce qu'on atteint des prix élevés. Dernier exemple de thérapie génique dans la myotrophie spinale chez les enfants, on atteint des sommes faramineuses, 2 millions d'euros par enfant. Bon, c'est la thérapie génique, d'accord, mais là, en psychiatrie, c'est l'inverse. Je ne suis pas psychiatre, mais j'ai l'impression que l'intérêt, entre guillemets, pour les industriels, pour la psychiatrie, c'est le nombre, on l'a vu, c'est l'impact sur la population. Là, le problème de santé mentale est gigantesque. On n'est pas dans la maladie rare, c'est l'inverse. Donc, le progrès, en termes de médicaments, la découverte de nouveaux médicaments ne peut être déduite que avec les démarches qui ont été décrites tout à l'heure, d'utilisation de nouveaux outils de diagnostic, de nouveaux outils de caractérisation des patients, pouvoir mieux identifier peut-être des niches ou vous prenez l'autisme, là, le dernier exemple qui a été présenté, il n'y a pas d'AMM dans l'autisme.
Pas d'AMM dans l'autisme. Des médicaments qui ont été utilisés, mais bon, voilà une et en plus, l'autisme est enfin, je dirais entre guillemets populaire. C'est-à-dire que quand vous voyez le Téléthon, les maladies des enfants sont populaires. Donc les gens, le public, le grand public, donnent de l'argent. Ils ne donnent pas tellement d'argent pour la schizophrénie, j'ai connaissance. Il n'y a pas de Téléthon sur la schizophrénie, mais il pourrait y avoir Téléthon sur l'autisme. Ça, oui, ça marcherait. Donc, et là, donc pour finir, vous avez cité, Marion, là, les difficultés réglementaires, la difficulté des essais cliniques, et puis la référence de prix par rapport aux anciennes molécules. C'est sûr que quand on prend la eskétamine, la HAS a dit SMR, service médicalement rendu faible, et amélioration du service médical rendu nul par rapport dans la stratégie thérapeutique par rapport aux médicaments existants. Donc c'est vrai que c'est difficile en psychiatrie, compte tenu des patients, compte tenu de la difficulté d'évaluation et de démonstration d'efficacité, c'est difficile. Mais la méthodologie des essais cliniques, on pourra difficilement la changer. Utiliser des critères en psychiatrie qui sont des critères d'échelle, surtout d'évaluation, c'est plus difficile que quand vous développez un médicament dans le Covid, où on compte le nombre de patients qui ont la maladie, ou dans le cancer, où on compte la survie, la progression. Bon, donc, mais ça, on ne changera pas. En psychiatrie, les critères d'évaluation seront ce qu'ils sont. Mais si on peut développer un meilleur profil de patients et des critères couplés avec des marqueurs biologiques, c'est sûr que ça sera facteur de progrès. Mais on ne se débarrassera jamais des critères cliniques d'une manière générale, et en particulier en psychiatrie, à mon avis. Avant que Marion réagisse à ce que tu viens de dire, Philippe, Anne-Grosse nous signale qu'il y a donc un psychodon qui est le projet de devenir le Téléthon de santé mentale. Donc, très bien. Ceci répond un petit peu à ta problématique. Marion, tu veux réagir par rapport à ce que vient de dire Philippe, un petit peu sur les médicaments en psychiatrie? Premièrement, je partage le constat, c'est-à-dire qu'effectivement... Peut-être enlever ton masque, peut-être ça sera plus facile, les gens entendront mieux. Merci. Il y a toute une série de pathologies où il n'y a pas d'AMM, et il y a eu très peu d'AMM ces dernières années, c'est absolument consternant. On t'entend, mets ton micro plus près. Oui, c'est mieux comme ça. Ceci dit, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de nouveaux sous-groupes homogènes de patients pour lesquels on arrive à mettre en évidence des mécanismes spécifiques et de proposer des candidats médicaments. Et pour autant, on n'arrive pas à avoir les moyens ni pour réaliser les essais cliniques, ni pour intéresser les industriels qui sont arrêtés par cette comparaison avec les médicaments qui sont génériqués et qui du coup ne veulent pas investir, même si on a l'ensemble de la séquence de ce que vous venez de définir comme étant nécessaire, c'est-à-dire des outils clinico-biologiques de stratification, des hypothèses mécanistiques extrêmement précises et des cibles médicamenteuses tout à fait précises. Et je ne parle pas du repositionnement, qui pourrait être aussi pour un certain nombre de médicaments quelque chose d'extrêmement utile, et pour lequel on n'arrive pas à avoir du tout de stratégie par rapport à ça. Les startups, finalement, France Biotech, les startups, est-ce qu'on les aide assez bien? Est-ce qu'on peut les aider mieux? Est-ce qu'on peut les stimuler de façon plus importante pour travailler dans le domaine psychiatrique? France Biotech, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Alors, France Biotech représente effectivement les entreprises qui innovent dans le domaine de la santé, pas que les biotech, les dispositifs médicaux et l'e-santé. Et on voit bien que c'est un domaine qui est extrêmement appauvri parce que les modèles d'affaires ne sont pas efficients aujourd'hui, tout simplement. C'est pas la peine de se leurrer, le problème est là. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans comme l'antibiorésistance, comme l'infectieux avant qu'on ait une crise Covid, ce sont des modèles d'affaires qui sont inefficients aujourd'hui. Donc il faut les rendre efficients pour que les investisseurs privés reviennent sur ce secteur d'activité. Donc le problème, il est essentiellement là. On l'a dit, c'est-à-dire que toutes les franchises sont génériquées dans le domaine de la psychiatrie,
à des tarifs qui sont extrêmement bas. Et tant que vous n'aurez pas les outils pour démontrer un apport de valeur suffisant vis-à-vis des autorités réglementaires et vis-à-vis de l'évaluateur et du payeur, vous n'aurez pas de modèle d'affaires efficient. Donc le problème est là. Donc ce qu'il faut, j'ai envie de dire, on a fait des énormes efforts dans le domaine de la cancérologie. On a fait des plans cancer qui ont été, à mon sens, extrêmement constructifs pour structurer la filière et faire en sorte que on ait en France une forte attractivité, une compétitivité européenne, voire mondiale. Pour moi, une des solutions, c'est de se poser la question de ce qui a bien marché pour l'INCa dans le domaine de la cancérologie, de l'appliquer avec toutes les contraintes que peut représenter, toutes les exigences que peuvent représenter ces maladies-là au domaine de la psychiatrie, faire un vrai plan santé mentale, ou je ne sais pas comment on l'appelle, je sais que Marion n'aime pas trop qu'on parle de santé mentale, mais moi je trouve que c'est plus positif que de dire maladie psychiatrique, mais on va dire qu'on va prendre la solution plutôt que le problème. Mais, donc en tout cas, il y a besoin de ça parce qu'il y a besoin aujourd'hui d'aller démontrer aux investisseurs privés que ces modèles d'affaires seront efficients. Et pour cela, il faut effectivement arriver avec les pouvoirs publics. Pour moi, il faut une vraie relation de partenariat public-privé élargi. Je ne parle pas du transfert de technologie, je parle là d'inclure l'AHS, le CEPS, la DGOS dans cette réflexion-là pour vraiment savoir ce qu'on peut mettre en œuvre pour que les évaluations, la stratification soient beaucoup plus efficientes pour arriver à démontrer un apport de valeur. Parce que tant qu'on en sera à utiliser des échelles qui sont des échelles très anciennes, qui ont servi plutôt au diagnostic et qui ne sont pas adaptées à évaluer un apport de valeur thérapeutique ou d'usage de dispositifs médicaux qui aura une action sur la pathologie, tant qu'on en sera là, on n'arrivera pas à attirer les investissements privés sur ce secteur-là. Donc voilà pour moi ce qui est très important de faire. Moi je me réjouis quand j'ai vu tous les projets qui étaient là tout à l'heure, j'ai trouvé ça juste incroyable parce que ce qui est en train de se passer là, et je pense que c'est extrêmement encourageant, et merci pour les solutions de e-santé parce que c'est grâce à vous qu'on va y arriver, je le sais, je le vois, et donc la data en santé c'est vraiment l'objet aujourd'hui. Pour moi, justement, ce qu'on voit aujourd'hui apparaître à travers vos solutions, c'est qu'on va arriver à stratifier, on va arriver à avoir des mesures de biomarqueurs, on va arriver à montrer effectivement qu'il y a un lien entre l'évolution de la maladie et la capacité à montrer que certaines thérapies peuvent avoir de l'influence sur vos biomarqueurs, etc. Donc pour moi, vous êtes sur le chemin de la stratification, vous êtes sur le chemin de l'identification de biomarqueurs et l'identification d'échelles qui permettraient d'aller démontrer un apport de valeur. Donc un grand merci à vous. Merci Franck, je pense que c'est très éclairant ce que tu viens de dire et ça montre bien, comment dirais-je, le chemin qui reste encore à parcourir, même si le chemin commence à être mieux balisé de toute façon avec les biomarqueurs. J'ajouterais un point qui me semble aussi extrêmement important. Ce qui a été fait aussi dans le domaine de la cancéro doit être aussi fait dans le domaine de la psychiatrie. Je veux parler de la qualité de l'investigation clinique et la capacité à faire des investigations cliniques de qualité. Et pour ça, il faut des centres d'investigation clinique dédiés pour que les familles, les aidants, les soignants, on l'a bien vu pendant la crise Covid, la difficulté, je me souviens avoir discuté avec Marion Longuement sur le fait que comment rapprocher les patients qu'on perd de vue du système de santé. Et ça veut dire qu'on est dans des pathologies très particulières où il faut donner du confort à ces patients pour qu'ils viennent faire des essais cliniques. Et donc, il faut des centres dédiés où il y a les familles, où il y a les aidants, où il y a les soignants et où ces patients-là viennent aussi. Donc ça aussi, ça doit contribuer. Vous me posiez la question comment réattirer les fonds sur ce secteur-là. Il faut aussi que les patients viennent faire des essais cliniques en France. Voilà. Merci beaucoup Franck. Bon, je voudrais maintenant remercier beaucoup Hélène parce que Marion m'a dit ouais, il faut des business angels. Bon, d'accord, donc j'ai pris mon téléphone et donc j'ai cherché des business angels dans tous les business angels que je connaissais et la réponse a été ah ouais, mais moi je suis pas compétent, mais je connais quelqu'un qui est super compétent. Et donc, la personne super compétente me disait que, ah non, là, elle n'était pas super compétente, mais par contre, elle connaissait quelqu'un. Et donc, Hélène a finalement accepté, et je remercie beaucoup parce que je pense que c'est vraiment très important de savoir un peu comment les business angels voient de façon actuellement donc la santé mentale pour parler de psychiatrie, parce que pour que je reprenne bien les propos de Franck, très positif. Donc, je sais que vous avez une expérience en plus dans la pédopsychiatrie et qui m'a paru moi intéressante vraiment au téléphone. Donc,
Donc Hélène, comment finalement vous voyez un peu l'évolution des business angels vis-à-vis de la santé mentale? Est-ce que vous voyez un petit frémissement? Et qu'est-ce qui pourrait finalement aider à ce que ce frémissement devienne une vague plus importante? Et en rappelant un petit peu, moi j'ai bien aimé aussi ce que vous m'avez dit sur la pédopsychiatrie et l'expérience que vous avez eue chez les enfants hyperactifs. Je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Merci. Merci. Vous parlez très J'ai juste une incompétence particulière. Je suis neurologue, donc c'est toujours problématique. Non, je plaisante. Donc, je m'exprime au nom de Angel Santé. C'est un sujet compliqué, la santé mentale ou les projets d'innovation en psychiatrie pour les business angels, même si là, j'étais avec plaisir le témoin de présentations de projets qu'on a évalués, qui se sont plus ou moins bien terminés en termes de soit d'investissement, soit de devenir du projet. Clairement, pour des business angels, il y a deux choses qui bloquent. Il y a le début et il y a la fin, ce qui est quand même assez problématique. Le début, c'est pour un business angel, il faut un minimum d'innovation validée, si j'ose dire, de concepts théoriques solides sur lequel un projet va pouvoir se développer. Et ça, comme plusieurs intervenants l'ont dit, en psychiatrie, on en est encore un tout petit peu loin. On est encore à travailler sur des profilages de patients, sur l'identification de groupes de patients homogènes, sur l'identification de biomarqueurs qui vont permettre du suivi. Donc, pour le moment, on est encore à un stade un peu précoce des outils qu'on va pouvoir, qu'un projet d'innovation va pouvoir utiliser pour fonder une société et pour attirer des investisseurs. Le deuxième blocage, c'est la sortie, et c'est ce que Franck a très bien dit. On n'a pas de business model économique viable aujourd'hui. On n'a pas de forme de remboursement pour plein d'applications en dehors des médicaments. Et on a vu que pour les médicaments, c'est compliqué parce que les comparateurs sont de faible prix. Donc, on a du mal à montrer une comparaison. Pour tout ce qui est des suivis de patients, du case management, il n'y a pas, en tout cas dans le système français, de remboursement à la filière. On n'a pas encore, on commence à en parler, mais on n'a pas de remboursement d'un suivi des patients. On a quelques tentatives, on a des choses qui sont aujourd'hui en expérimentation. Donc, Séméia, vous êtes un bon exemple. Vous dites que vous allez avoir 4 ans pour démontrer la validité économique du système. Pour un business angel, c'est compliqué d'attendre 4 ans en sachant que peut-être il n'y aura rien à la fin. C'est des systèmes de remboursement qui aujourd'hui sont expérimentaux et pas pérennes. Donc, on a un vrai problème de réflexion sur effectivement la prise en charge économique de ces pathologies. Pour les parties du milieu, je suis plus rassurée. Pour moi, les parties du milieu, c'est la démonstration clinique, parce que je crois que modulo la création de vrais centres experts de développement clinique en psychiatrie, on a des méthodes, on peut le faire, et il y a des boîtes américaines qui ont montré qu'elles pouvaient le faire. On a quelques exemples d'approbation FDA de produits ou de produits de e-santé sur de la DHD, sur de la dépression. Donc, on sait comment faire une étude clinique et on sait comment la faire enregistrer, en tout cas aux États-Unis. Donc, on peut espérer qu'en Europe, on va y arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment le début qui est problématique et la fin sur laquelle il faut travailler. Après, en termes d'exemple, je vous avais parlé de cet exemple d'une société que j'avais accompagnée qui faisait un device de biofeedback sur le syndrome d'ADHD. Le prototype était soutenu par de la très bonne recherche, mais le chemin a paru trop long aux investisseurs professionnels, ce n'était même pas des business angels, aux investisseurs professionnels qui avaient investi pour continuer. Et donc la boîte s'est arrêtée, le projet s'est arrêté, faute de financement. C'est ce qui s'est passé aussi, si j'ai bien compris, pour les cas, je pense, où le projet s'est aussi arrêté, faute de financement. Donc c'est vraiment cette dimension-là de comment on va pouvoir amener un projet d'innovation dans la routine clinique qui est financé, qui est la vraie barrière pour moi. Sinon, les investisseurs ne sont pas frileux. Aux États-Unis, je me suis amusée à faire un peu de recherche de littérature. Il y a des projets qui sont levés des centaines de millions sur des solutions alors, qui ne sont pas de la psychiatrie, en tout cas de la psychiatrie sévère, je crois, tout à l'heure, qui sont plus de la psychiatrie sur le mode troubles anxieux et dépression modérée.
mais c'est des outils qui fonctionnent, des boîtes qui ont levé énormément d'argent et qui arrivent sur le marché. Donc il y a si on lève le verrou du financement ultime, on peut y arriver. Et le financement aux États-Unis, il est en fait assuré par les entreprises. La plupart de ces projets ne sont pas remboursés par les systèmes de soins, ils sont financés par les entreprises. Et ça change complètement la façon de construire un projet. Donc ça, c'est aussi une dimension importante. En Europe, on a l'habitude de voir pris en charge tous les problèmes de santé par le système social, par un système gouvernemental. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, les entreprises prennent à leur charge une partie du financement. Et ça donne des voies de sortie. Je pense que c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est très intéressant. Moi, j'irais bien un peu plus loin. On va être un peu frustré parce qu'on va être bloqué un peu par le temps. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de continuer un peu cette réflexion, peut-être faisant une petite visio nous-mêmes, et puis de peut-être faire un certain nombre de recommandations, hein, pour essayer de voir quels sont les gens qu'il faut stimuler, comment il faut les stimuler, et puis essayer de mettre en place une certaine stratégie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant toute la table ronde, bien qu'il est relativement tard et qu'on a dépassé un peu le rat, il y a quasiment personne n'a bougé de toute façon. Donc on a toujours les mêmes auditeurs. Donc je pense que c'est vraiment très important de bien répondre à ces questions qui sont finalement les questions, je dirais, fondamentales comment dirais-je, de cette réunion, c'est-à-dire finalement, bon, il y a des beaux exemples, etc. On arrive à présenter un certain nombre de choses. Il y a des jeunes qui se lancent mais finalement pas assez. Et finalement, il manque de structuration un petit peu dans ce domaine. Il manque que finalement on arrive à stimuler un petit peu plus finalement les financeurs publics pour apporter parce qu'il y a le début, hein, comme vous avez dit, le début était aussi important. Donc là, je pense qu'il y a des financements publics qui peuvent jouer ce rôle. Et puis après, bien construire de toute façon le modèle en se servant vraisemblablement de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, de façon à ce que finalement on aboutisse au deuxième blocage, qui est le blocage un petit peu terminal, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer un petit peu au bout de 3-4 ans. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait un petit peu schématiser de façon à ce que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Et Paul, il faut prendre un micro, il faut venir avec nous parce que sinon on ne va pas vous voir et on ne va pas vous entendre. Et retirez votre masque. Dans une grosse start-up comme la mienne, ouais. l'hypothèse qu'on fait, hein, l'ambition et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a le secteur traditionnel industriel qui co-travaille avec les médecins en tant que privé, pas la médecine privée, mais c'est la pharmacie. Mais c'est aussi le medical device. Et ce qui est en train d'arriver avec le numérique pourrait être un troisième partenaire à une condition, c'est-à-dire que la mise en œuvre ne soit pas forcément des innovations de rupture, mais des innovations en amélioration continue. Les modèles du numérique, c'est toujours ça. Hein. Cette année, on a vu 10 versions de Teams pour arriver dans l'année à suivre les besoins du fonctionnement sous pandémique. Ce n'est pas livrable d'un coup. C'est la grosse différence avec le fonctionnement d'une étude clinique telle qu'on l'a en pharmacie, où on a tout un travail préalable, et puis on a un cut-off. On a un business avec un monopole pendant le temps du brevet, et on a de nouveau un cut-off, et ça devient du générique. Et à ce moment-là, soit la société est capable de continuer dans le même domaine, soit elle fait autre chose. Donc ce principe d'amélioration continue ne peut venir que d'un travail collaboratif. Et je pense que le changement de fond qui pourrait permettre de créer, enfin moi ma suggestion, c'est que le changement de fond entre hôpitaux, universitaires et innovation, y compris financement, ce serait de partir sur un principe où de toute façon on va faire de l'amélioration continue. Ça veut dire qu'il faut pouvoir mesurer au niveau patient, mais au niveau populationnel, au niveau institution également, pour avoir le vecteur. Et donc ça demande une collaboration, ça demande aussi de se regarder en face, comme on fait dans une étude clinique, hein, on se regarde vraiment en résultat, mais on ne peut pas déployer des ruptures dans ces sujets où il n'y a pas une molécule miracle qui tout d'un coup permet de faire, ou bien on a trouvé effectivement que la maladie, tel sous-segment, et avait un traitement plutôt neurologique que psychiatrique, par exemple, ce qui pourrait arriver. Là, on a des ruptures, mais si on n'a pas des ruptures, il faut travailler en amélioration continue. Et ça, c'est natif dans le numérique. Moi, je suis dans le numérique depuis mon début de carrière. On n'a jamais fait de saut. Jamais. Ça a toujours été des petits incréments. Et c'est vrai dans le soin, c'est beaucoup moins vrai dans l'industrie. Donc, de façon générale, il faut apprendre à intégrer ça. Enfin, ce serait ma suggestion. Et si la France sait faire ça, sur ces pathologies, sur tout ce qui est maladie mentale et psychiatrie, je pense qu'on aura un bassin qui pourrait réellement être un bassin d'innovation très fort. Il
faut le voir en incrémental et pas en rupture. Et c'est dommage parce que ce n'est pas les modèles habituels de l'industrie, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, on peut avoir aussi la surprise d'une certaine rupture si l'on commence à avoir des biomarqueurs avec, comment dirais-je, des groupes vraiment homogènes. Ce sont des et petites complétés, ruptures, mais elles ne génèrent pas les milliards de retours sur investissement d'une biotech. Donc, elles ne créent pas le pool de gens qui cherchent le candidat biotech. Donc, elles ne vont pas immédiatement mettre des milliards sur le marché. Hein. Il faut qu'elles soient déployées, qu'elles réussissent, qu'elles fonctionnent, qu'elles soient utilisées. D'où le fait de réfléchir en se regardant en face, la réalité de ce qu'on fait au titre scientifique, mais en le faisant en incrément. Merci beaucoup. Philippe, tu veux dire? Non, j'ai une question. Alors, vas-y. Je peux. Marion Leboyer. J'ai été surpris tout à l'heure, on parlait de retour sur investissement très élevé en psychiatrie. Recherche. Je suis un tout petit peu surpris compte tenu des faits qu'on observe en termes d'innovation thérapeutique. Alors, c'est moi qui ai sûrement mal compris. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que si c'était vrai, on devrait avoir des progrès considérables. Or, je n'ai pas l'impression qu'on est dans ce cas-là. 37%, c'est le 37% qui est cité régulièrement, c'est un chiffre qui est issu d'une étude qui a été faite par la Rand Foundation aux États-Unis, basée sur le retour sur investissement à partir des candidats médicaments lors du développement national. Et c'est sur cette base-là qu'on a calculé avec le besoin le fait que si on investit, on a un retour sur investissement. Il y a toute une série, je veux bien vous en reparler une fois, toute une série de pistes extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, on n'arrive plus à pousser. D'accord, mais c'était dans l'ancien temps, on pourrait dire, enfin, dans les années 90. Hélène? Oui, il y a aussi une autre notion qui est qu'on a un système de soins, enfin en Europe, mais finalement un peu aux États-Unis aussi, qui est très basé sur le soin, le traitement et pas la prévention. Or, tout ce qu'on a discuté, une partie des outils qu'on a discutés aujourd'hui qui sont tout à fait passionnants, c'est des outils qui vont faire de la prévention. C'est empêcher une rechute dépressive, empêcher une rechute de bipolarité. Et ça, c'est pas financé dans notre système de soins. On n'a pas de prix pour ça. Il faut faire des calculs super compliqués sur le nombre de jours qu'on va éviter, le nombre d'hospitalisations, ou le nombre de jours qu'on va rajouter au travail. Il y a toute cette dimension de l'emploi et de l'impact économique direct sur direct ou indirect, mais indirect en termes de capacité de travail, qui est très très difficile à prendre en compte et que plein de systèmes de santé ne valorisent pas encore de façon évidente. Donc il y a une vraie réflexion aussi en poussant collectivement sur comment on va imaginer le financement du système de soins dans 10 ans. C'est plus les comprimés. Je comprends très peu de choses sur le plan médical parce que ce n'est pas mon métier, que c'est très sophistiqué et je comprends un peu ce que c'est que l'investissement privé dans un projet médical parce que j'ai passé beaucoup d'années dans une entreprise où j'ai vu des sujets de ce genre se produire. Mais moi, je vous dis une chose assez primaire, mais qui est la suivante. Il faut quand même réfléchir en partant du haut. Si on part du haut, on est quand même dans une discipline dont on a vu le nombre de gens malades qui souffrent, qui sont en problème, et en même temps, un commencement de choses prometteuses en matière de soins, les sous-catégories homogènes. Il y a beaucoup de choses par rapport à il y a 5 ou 10 ans qui font des progrès considérables dans la psychiatrie. C'est le secteur dans lequel il y a énormément de malades et dans lequel, comparé aux autres pays étrangers, la France investit le moins. Je parle de l'État. Deuxièmement, je n'ai rien contre la bureaucratie, j'ai été pendant des années maire de Pont-l'Évêque, j'ai vécu dans un milieu qui n'est pas du tout uniquement la finance et la banque. Mais je suis stupéfait de la complexité du chemin tordu qu'il faut parcourir pour régler un tout petit problème qui ferait une grande différence si simplement quelqu'un disait oui. Or, je pense qu'un jour ou l'autre, on sera bien obligé de constater qu'il y a une espèce de clivage entre l'immense talent médical qui existe en France, dans toutes les disciplines, il n'y a rien à envier au monde extérieur, et où il y a une forme de clé, de centralisation, d'échelle,
bureaucratie de gens sûrement très éminents, je ne les critique pas, qui quand même complexifie énormément le dispositif. Quand je regarde ça avec un œil privé, je comprends très bien ce que vous dites, madame, sur le fait que les problèmes compliqués des entreprises privées viennent dans les entreprises quand on comprend un tout petit peu que ça peut gagner de l'argent, et ça prend un peu de temps, et je pense qu'il y aura des solutions possibles en psychiatrie. Mais en amont, il faut un peu dégeler le dispositif. Comme c'était une réunion qui était centrée sur la psychiatrie, je n'ai pas résisté à sortir mon petit numéro, pas très original, mais qui quand même me tient à cœur. Voilà, merci. Merci David. Le temps avançant malheureusement, je vais vous remercier beaucoup, mais ne soyez pas frustrés. Je pense qu'on vous rappellera et qu'on essayera de construire quelque chose ensemble. Alors, dans le chat, il y a beaucoup pas de questions, mais de commentaires un petit peu sur finalement construire un réseau d'innovateurs en psychiatrie. Donc, construire un réseau d'innovateurs en psychiatrie, c'est globalement, ça va être un peu ta conclusion quand on parle finalement d'un écosystème d'innovation en santé mentale, donc avec la région. Je pense que là, on est vraiment très proche et finalement, les gens arrivent très très proches de ta conclusion. Et avant de te laisser conclure, je voudrais d'abord remercier beaucoup les gens de cette table ronde qui, finalement, au départ, n'était pas évidente. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Et deuxièmement, je voudrais remercier vraiment tous les gens qui ont participé pour que cette réunion existe. Réunion compliquée avec, naturellement, les problèmes sanitaires que l'on connaît, moitié présentiel, moitié distanciel, avec tous les problèmes techniques qu'il faut résoudre. Rappeler donc l'intérêt majeur de la région dans cette affaire et en particulier remercier Cédric et puis Karine et leurs équipes, remercier beaucoup Marion et tous les gens qui ont participé à Fondamental, de façon à ce que finalement cette réunion soit un succès. Et je pense que c'est un succès parce que moi je vois que malgré leur tardif, finalement les gens sont restés avec nous très longtemps. Et donc voilà, merci à tous pour que cette réunion. Je voudrais remercier aussi naturellement les gens comment dirais du Lab Santé, hein, les collaborateurs qui ont permis aussi à cette réunion d'exister. Et je laisse la parole à Marie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être longue. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui sont derrière leurs écrans et qui effectivement sont restés là toute l'après-midi. Je voudrais les remercier malgré les difficultés de cette année, sont restés toute l'après-midi. Je voudrais remercier bien sûr la région Île-de-France, Cédric Arcos en premier, en vous rappelant que c'est grâce à la région Île-de-France qui est le partenaire et qui est le soutien de cette manifestation qu'on a pu l'organiser. Je voudrais remercier le Lab Santé Île-de-France et son directeur, Jean-François Desnaud, qui ont permis aussi que l'organisation, la réunion de cette table ronde, la direction se passe parfaitement bien cet après-midi. Je veux bien sûr remercier les équipes de la Fondation Fondamentale qui ont beaucoup œuvré aussi pour que ça se passe bien, et en particulier Anne Dedane et Yann Anguilan. Je voudrais remercier la Fédération hospitalo-universitaire en addictologie et en psychiatrie, le FHU Adapt, que je dirige, et ils ont été très présents derrière leurs écrans cet après-midi. Bien sûr, merci à tous les formidables orateurs qui sont venus soit partager avec nous ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils avaient l'intention de faire, et puis les réflexions. Et j'ai bien entendu l'idée de faire un réseau d'innovation, qui est une idée qui, bien sûr, me plaît beaucoup et que j'essaierai de tout faire pour que ça se mette en place. Donc, c'est tous ces personnes qui ont contribué à faire de cette première édition PsychTech 2021 un succès. Et le mot premier est important parce que ce partenariat entre la Fondation Fondamentale et la région Île-de-France, qui a permis à cette première manifestation de se faire, va avoir lieu à nouveau l'année prochaine. C'était la première édition d'un événement qui vise à soutenir l'innovation en psychiatrie. Et donc, on se retrouvera dans un an, j'espère, après avoir accompagné les différents projets qu'on a commencé à évoquer, et puis peut-être d'autres, qu'on va pouvoir refaire le point l'année prochaine. Je crois qu'on a cet après-midi très clairement démontré à quel point l'innovation était un moteur pour nos patients, pour leurs proches, pour le système de santé et pour l'économie. Je crois que ça, ce sont des points extrêmement motivants pour nous tous. Je crois qu'on a reconnu ensemble l'importance de l'enjeu de santé publique que constitue la psychiatrie. Et on a aussi montré à quel point en Île-de-France,
On avait les outils, qu'il s'agisse des talents privés et publics, mais aussi des plateformes, permettent qu'on réponde à cet enjeu s'il est soutenu. Alors ceci dit, je voulais juste faire 3 points pour conclure sur les besoins que nous avons. Nous avons besoin clairement de créer un écosystème d'innovation. On a entendu ce terme-là à plusieurs reprises toute l'après-midi. Je pense qu'on a besoin de continuer à stimuler la nécessité de créer des fonds d'investissement dédiés. J'ai entendu que c'était compliqué, mais je pense qu'il y a des solutions par rapport à ce qu'on a évoqué. On a besoin de soutenir et de stimuler l'investissement social et la philanthropie, qui n'est pas suffisante dans le domaine de la psychiatrie. On a besoin de capital risque, on a bien sûr besoin de financement public. Deuxièmement, on a besoin clairement de lever les obstacles réglementaires. En France, on l'a dit, tout est souvent plus long et plus cher. La réalisation des essais cliniques est long, les remboursements c'est compliqué, la tarification extrêmement difficile. Les autorisations de nouveaux actes d'utilisation et de nouvelles dimensions cliniques vont pas de soi, même si on a plein de propositions à faire. Et c'est long là aussi de convaincre. Troisième point, on a besoin de convaincre les investisseurs. Et pour cela, c'est tout à fait d'accord avec ce que Franck Mouton a dit tout à l'heure, on a absolument besoin de CIC dédiés en psychiatrie. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'y arrivera pas. Il n'y en a pas en psychiatrie. On a des propositions à faire pour en créer très bientôt sur le plateau de Saclay. Et ça serait vraiment important qu'on ait de l'aide pour pouvoir créer des endroits où les essais thérapeutiques soient faits dans de bonnes conditions et spécifiquement pour les patients. On a besoin de continuer à identifier et à soutenir la médecine de précision en psychiatrie de la même manière qu'on l'a fait pour les maladies cardiovasculaires ou le cancer. On a besoin d'identifier ces sous-groupes homogènes de patients qui vont nous permettre de comprendre les causes qui sous-tendent ces pathologies, de développer des signatures cliniques et biologiques spécifiques et de développer les médicaments qui vont dans ce sens et qui permettent spécifiquement de répondre. Bref, on a une année 2021 chargée, parce que vous voyez que le programme de travail est là. Et je voulais terminer en vous souhaitant, en ce début d'année, il est encore temps, une très bonne année 2021, pleine d'innovation au service de nos patients, et puis pour vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.